Bonjour les Gabianers et bienvenue dans ce nouveau numéro des Samedis Poésie, le premier de 2022. C'est donc l'occasion pour moi de vous souhaiter une merveilleuse année 2022, pleine de tout ce que vous voulez, de moments partagés avec vos proches, de rire, de santé, d'épanouissement, enfin voilà, tout ce que vous voulez, dites-le en commentaire, je vous le souhaiterai. Pour moi, justement, plus de commentaires, plus de likes, plus de partages, voilà, ça me ferait très plaisir qu'en 2022, je puisse parler poésie à encore plus de monde, donc que ces vidéos soient encore plus dynamiques dans leur communauté, c'est-à-dire plus de likes, plus de partages, plus de commentaires et plus d'abonnements, voilà. C'était un placement produit tout à fait discret, n'est-ce pas? Ouais, je savais que vous apprécierez. Comme je vous l'avais dit en dernière vidéo de 2021, c'est un numéro spécial, puisque je ne vais pas lire de poèmes dans cette vidéo, puisqu'il va y avoir une vidéo entière consacrée à la lecture du recueil entier. Oui, ça fait 2 fois entier. Donc ça dure 2h15, quelque chose comme ça, puisque le recueil dont je vais vous parler, qui est L'homme approximatif de Tristan Tzara, est un long poème en fait, interrompu, chapitré, puisqu'il est en 19 parties, mais c'est un long poème sans majuscules et sans ponctuation. J'essaie de trouver une page qui n'est pas trop annotée, voilà, pour vous montrer. Ça ressemble à peu près à ça, voilà, avec 19 chapitres. Mais du coup, comme en plus pour moi c'est un recueil absolument capital, j'y reviendrai après, je ne voyais pas extraire un morceau comme ça, et le présenter seul, parce que ça n'avait pas grand sens, puisque l'intégralité du poème est liée et scandée par certains vers qui reviennent, qui plus est, qui soulignent les thèmes importants, les maximes de vie, les aphorismes, et donc ça n'avait pas de sens d'extraire un seul morceau pour vous en parler. Donc je vous lis le recueil en entier. J'ai retapé tout le texte, donc vous pourrez le lire à l'écran aussi si vous préférez. Je le recommande parce qu'en fait, il y a des tas de... Vu qu'il n'y a pas de ponctuation, c'est aussi très libre à nous de savoir où est-ce qu'on la met et quel sens on fait des lectures. Donc moi, j'ai adopté un certain sens, il y en a peut-être d'autres. C'est pour ça que je vous encourage aussi à le lire en version papier, parce qu'effectivement, ça vous laissera encore plus de liberté pour vous approprier le texte. Voilà, et puis il y a aussi des jeux d'homophonie où effectivement on peut comprendre quelque chose et en fait c'est autre chose qui est écrit, ce qui est volontaire de la part du poète bien entendu, mais là encore libre à vous de prendre un sens ou l'autre, etc. Et c'est en le lisant que vous saurez réellement ce qu'il y a écrit. Tristan Tzara est un poète français d'origine roumaine. Il est né en 1896 à Moinești, je vais l'écrire par là. Je suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Et il est d'expression quasi exclusivement francophone, c'est-à-dire qu'à part ses tout premiers poèmes en roumain, tous les autres et l'intégralité de son œuvre est en français. Donc c'est un poète français d'expression francophone. Il est connu pour avoir fondé le mouvement Dada en 1916 à Zurich. Et souvent c'est là que s'arrête sa biographie dans nos collèges et lycées, si déjà on a eu la chance d'en entendre parler. Cependant, c'est absolument pas c'est plutôt le point de départ de sa carrière littéraire que son point d'orgue. Et donc dans ce recueil, L'homme approximatif, qu'il écrit entre 1925 et 1930, la première publication est donc de 1931 à la NRF déjà, chez Gallimard. Moi j'ai une version beaucoup plus tardive, bien entendu. Elle incorpore la très bonne préface d'Hubert Jouin de 1968. Voilà, moi j'ai une édition de 2004. Parce que je l'ai acheté en 2004. Donc vous pouvez le trouver absolument très très facilement en librairie indépendante, sur internet si vous voulez, d'occasion, neuf, voilà, mais commandé chez vos libraires indépendants. Voilà, j'espère que c'était assez clair comme message et que je vous ai fait peur avec mes yeux sérieux. Donc de 1925 à 1930, il va écrire L'homme approximatif et jeter les fondements de toute son œuvre littéraire ultérieure. Il y a déjà
pratiquement tous les motifs qu'on retrouvera dans ses recueils futurs, qu'il développera, qu'il mûrira, etc. Bien entendu, c'est vraiment juste, entre guillemets, la base littéraire, mais aussi la base humaine, parce que ce poème est aussi un long voyage, un long récit de comment être un homme à son époque, un homme avec un grand H, de comment exercer le métier d'homme et être au monde, homme avec un grand H, toujours. Bien entendu que homme n'a pas de grand H, puisqu'il n'y a aucune majuscule, mais c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut l'entendre et qu'il faut le lire. Il n'y a pas du tout de question de genre ou quoi, c'est vraiment une réflexion de comment être vis-à-vis de cette société qui est un carcan et qui impose de rentrer dans une case très précise. Bien sûr, on est entre deux guerres, donc les carcans commencent à exploser, mais finalement l'ordre social reste profondément inégalitaire, injuste, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Et on est après le désastre de la Première Guerre mondiale, voilà, donc on est arrivé à la fin de l'humanité où le progrès commence à être dans cette vision très ambivalente de le progrès va sauver l'humanité. En même temps, on commence à sentir que le progrès va absolument pas sauver l'humanité. On en aura la sinistre preuve quelques années plus tard, bien entendu. Et donc on est là, et déjà le mouvement Dada était cette volonté d'explorer le fin fond du désordre pour trouver un ordre nouveau et trouver quelque chose où replacer l'humain au centre, en plus avec l'avènement de la psychanalyse, donc qui ouvre des portes vers l'inconscient, vers toutes ces racines de comportements qui seraient inconscients. Et donc, bien entendu, qu'il prolonge ce mouvement-là dans son œuvre littéraire ultérieure et dans L'homme approximatif. Donc, c'est un recueil résolument postmoderne parce qu'il parle clairement des différentes influences, des différentes parties de nous-mêmes et de ce puzzle identitaire que nous sommes tous. Ce qui est quand même extrêmement novateur pour l'époque. Donc voilà, il pose les questions de ce qu'est le métier d'homme, comment se présenter au monde, comment capter les expériences sensorielles. Il y a énormément d'expériences sensorielles et qui sont écrites d'une manière révolutionnaire, puisqu'il utilise des métaphores qui ne sont pas réellement des métaphores, parce qu'on n'a pas besoin tant de les décoder, c'est plus des formulations étonnantes, des formulations qui seraient presque de l'ordre du rêve, de ce qui nous paraît naturel en rêve et qui en fait ne l'est pas en réalité, du type « la pluie pagaille à ma fenêtre ». C'est étonnant, et en même temps on comprend très bien le bruit, la sonorité et l'impression que cela donne. Donc voilà, il y a des tas d'expériences sensorielles à avoir, d'expériences intérieures aussi, puisqu'il y a donc ce lien, finalement, cette imagerie du rêve. Et le recueil est construit d'une manière, par ses jeux d'homophonie, par son absence de ponctuation, à être une espèce d'immense jeu d'association d'idées, comme au début de la psychanalyse, donc, puisqu'on est dans cette époque-là aussi. Le lecteur est partie prenante de la réalisation du poème, puisqu'on est là aussi pour voir comment ces sonorités, ces phrases résonnent en nous et comment on les comprend. Surtout que, bon, alors heureusement, la langue française est très riche avec ses accords, etc., pour nous faire comprendre à quel est le sujet de chaque vers ou de chaque phrase. Mais bien entendu qu'une lecture distraite ou une lecture uniquement sonore peut nous faire comprendre d'autres choses, et ça fait partie du jeu, ça fait partie du récit et du poème. Donc le poème est en lui-même un immense jeu d'association d'idées que Tzara nous propose. Donc comme je vous disais, moi je l'ai acheté en 2004, j'ai découvert en 2004, j'avais 13 ans ou 14 ans, quelque chose comme ça, 13 ans. Et pour moi ça a été vraiment une révélation parce que la poésie jusque-là, bon, dans le milieu scolaire, on en entend peu parler, où c'est des récitations, c'est des choses ornementales. Et là, d'un coup, on a quelque chose qui est pertinent, qui a un recueil qui a donc 80 ans, quelque chose comme ça, et qui est pertinent pour le monde dans lequel on vit, et qui nous interpelle, et qui nous intime l'ordre de s'arrêter pour penser à la fois sur nous-mêmes et sur l'extérieur. Il y a vraiment ce double rapport qui est d'une complexité, d'une clarté géniale dans ces vers, de s'arrêter pour être au monde, finalement, ce que nous appelle à faire la méditation, etc., et tous les mouvements de développement personnel actuels qui sont dans un double mouvement de s'arrêter pour penser à l'intérieur de soi et contempler le monde. Et ce recueil le fait déjà en réalité.
Et voilà, moi ça a vraiment été un bouleversement, et comme on voit dans ce recueil que son parcours littéraire, en fait, le fait de l'écrire l'a aidé lui-même à savoir comment être au monde et comment exercer son métier d'homme, ça m'a donné envie d'écrire, et c'est vraiment à partir de la lecture de ce recueil que je me suis dit que j'écrirais dans ma vie et que je serais autrice. Donc c'est vraiment un recueil extrêmement important pour moi, et c'est pour ça que je voulais vous le partager sans le découper en rondelles. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Écoutez le poème, je vais mettre le lien là, probablement par là, vers la vidéo complète. N'hésitez pas à l'acheter chez un libraire indépendant, neuf ou d'occasion d'ailleurs, mais il y en a énormément en circulation, on le trouve, il est très diffusé, donc il n'y a pas trop de problèmes pour le trouver. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine pour le début de mon récit audio, et à dans 2 semaines pour le prochain Samedi Poésie. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao ciao!